Peuple de la Terre, bonsoir. Bienvenue à cette édition 62 de Star Nation News. Aujourd'hui, une longue édition où nous passerons en revue deux grands sujets principaux qui sont liés à la divulgation des exotechnologies et aussi à ce qui se passe avec l'ère du Verseau. Qu'est-ce que c'est exactement? Quand commence-t-elle? A-t-elle déjà commencé? Et qui vit dans la constellation du Verseau? Tout cela et bien plus encore dans l'édition de cette semaine de Star Nation News. Alors, attachez vos ceintures et c'est parti! Nouvelles de la Terre. C'est l'aube d'une nouvelle ère pour l'humanité, où l'état profond est en recul. Et nous voyons l'émergence de nouveaux modèles. Un nouveau paradigme qui doit apporter la vérité, la divulgation et la révélation de beaucoup d'ombres, de zones d'ombre qui étaient cachées à l'humanité, travaillant avec des gouvernements obscurs. Tout cela remonte à la surface. Les frontières de l'état profond reculent. Le protagoniste, la classe des prédateurs recule. Et c'est un moment historique où nous aurons une résistance de la part de ces forces obscures en recul. Mais ne vous concentrez pas sur cette résistance, car à chaque changement de paradigme, il y a une résistance. C'est un processus normal, naturel. Et cela aussi passera. Avec les élections américaines et le nouveau gouvernement, nous voyons le commencement de grands changements. Avec la mise en œuvre de ces technologies qui ont été préparées dans différentes installations sur la Lune, sur des vaisseaux hors du monde et aussi dans des installations souterraines des chapeaux blancs sur Terre. Ces technologies incluent des technologies médicales, des technologies de transport. Ils ne parlent pas d'invention. Ils vous les présenteront comme des inventions ou comme probablement des programmes de couverture qui ont été développés récemment au cours des dernières décennies et qui sont maintenant divulgués au public, ce qui peut être une façon aussi de le divulguer. Alors attachez vraiment votre ceinture car, comme je vous l'ai toujours dit, d'après les informations de mes contacts, une fois que ça commence, ça va aller très, très vite. En parlant de la divulgation de ces nouvelles technologies et de l'exposition de ces anciens programmes de couverture, qu'ils appartiennent au chapeau blanc ou au chapeau noir, il y a différentes choses qui sortent. Je pense que des deux côtés, cela sort. Un nouveau lanceur d'alerte est récemment sorti. Son nom est Jack Barber et il a été interviewé pour News Nation le 18 janvier 2025. Jack Barber a travaillé 30 ans pour des programmes gouvernementaux de couverture dans la récupération de crash d'UAP. Recruté dans les opérations spéciales de l'armée de l'air pour un projet militaire non officiel et la communauté du renseignement, il a finalement été embauché comme pilote d'hélicoptère, embauché par une équipe travaillant sur les récupérations de crash dans un endroit non divulgué dans le désert appelé The Range, où les militaires testaient des missiles et où les ovnis étaient très souvent situés et avec lesquels ils interagissaient. Même si Jack Barber ne souhaite pas divulguer davantage de cet endroit, il l'appelle The Range. Sa description pourrait laisser croire à mes spéculations, qu'il pourrait s'agir de l'installation White Sands Missile Range, de la zone d'essai militaire de l'armée américaine et de champs de tir localisés dans l'État du Nouveau-Mexique aux États-Unis.
Eh bien, plusieurs lanceurs d'alerte ont déjà révélé des programmes de couverture impliquant une interaction avec des engins d'intelligence non humains. Parmi différentes opérations de récupération, Jack Barber a été impliqué dans... Il a rencontré la conscience plasmique d'un vaisseau spatial et a interagi avec elle. Il décrit cela comme une submersion d'émotions. Jack Barber dit que cette conscience est depuis restée avec lui, fournissant des conseils et une protection. Ce témoignage rejoint l'expérience similaire de David Adair, qui a interfacé avec le même type d'intelligence nommé Ptolemy, alors qu'il travaillait dans la zone 51 et interagissait avec un vaisseau spatial récupéré. J'ai eu moi-même l'occasion de rencontrer Ptolemy à l'occasion de la conférence Galactic Spiritual Informers Connection, GESIC, la dernière fois à Denver, Colorado, en septembre 2024, où j'ai eu une conversation privée avec David Adair. J'ai pu la sentir car elle s'est manifestée à travers lui. Et nous avons pu profiter d'un moment de connexion incroyable avec David et Ptolemy. Je peux donc vraiment témoigner moi-même, pour avoir déjà été en contact avec ces consciences dans mon travail, avec la Fédération Galactique des Mondes, que Ptolemy est vraiment réel et que tout ce que David Adair a dit est absolument à 100% vrai et correct. Jack Barber a également travaillé à la récupération d'un vaisseau en forme d'œuf, de couleur blanche. Regardons un extrait de cette vidéo qu'il a donnée au journaliste Ross Coulthard, qui a été diffusée le 18 janvier sur la chaîne News Nation. Vous trouverez le lien ci-dessous. Eh bien, cela concorde avec le témoignage de JP, un membre de l'armée américaine, qui a été en contact avec un être non résident de la Terre nommé Lovent, qui lui rendait visite dans un petit engin blanc en forme d'œuf. Le récit de JP sur son expérience du 13 septembre 2016 est relaté dans un livre du Dr Michael Salla, US Army Insider Mission, volume 1, publié en 2023. JP décrit le même type d'engin et en fait un dessin. Salut tout le monde, c'est JP. Je suis heureux d'être ici pour vous apporter ces informations et les détails des missions passées, dont j'ai parlé avec le Dr Michael Salla, dans US Army Insider Mission, volume 1, chapitre 4, page 57. Je parle d'un de mes amis appelé Lovent. J'avais l'habitude de marcher pour aller au travail depuis chez moi. Je n'avais pas de voiture. Je traversais ce grand parking avec des immeubles de bureaux. Tôt le matin, tout était fermé. Il n'y avait pas de voiture sur le parking. J'avais l'habitude de passer par là parce que c'était un raccourci pour aller à mon travail. Chaque fois que je passais par là, vous savez, j'adorais regarder les étoiles, pas de pollution lumineuse. C'était magnifique. J'aimais donc prendre ce raccourci. Mais un jour, j'ai vu un vaisseau en forme d'œuf, garé, et je l'ai regardé. Et il a tourné comme à moitié vers le bas. Il est devenu comme d'un blanc métallique, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Puis j'ai vu un gars qui ressemblait à un Indien. Oui, je parle de Lovent. Il agitait sa main et je lui faisais signe en retour. Je fixais mes yeux et j'avais le même sentiment que lorsque j'avais vécu la même expérience au Brésil. Et il agitait sa main. Alors je marchais vers lui. Nous avions l'habitude d'aller faire beaucoup de missions, différents types de missions ensemble. Assez intéressante expérience. À chaque fois que je revenais, j'avais l'habitude d'être interrogée par ces gens dans la camionnette blanche. Ils m'emmenaient dans ce grand entrepôt blanc et ils m'interrogeaient et disaient
Nous savons où tu es allé et nous voulons connaître tous les détails de tout ce que tu as fait. Je restais simplement silencieux, mais j'avais l'habitude de partager ces informations avec le docteur Michael Salla, et j'avais l'habitude de le documenter. Il y avait beaucoup de bonnes informations là-dedans, mais nous en étions à Lovent. Je parle de Lovent maintenant. Et il me parlait de lui, vivant sur la Lune. Et je sais qu'il y a beaucoup de spéculations sur ce qui se passe sur la Lune en ce moment. La Lune est un endroit intéressant. Lovent m'a dit qu'il y a une ville à l'intérieur de la Lune et que ces gens qui y vivent ne savent pas ce qu'est la Terre. Ils ne savent rien de la partie extérieure de la Lune. Plus tôt en 2023, en juillet, JP et moi avons eu des rêves communs, simultanés, d'une vie antérieure en Atlantis, où je lui ai donné le cristal central d'une arche altéane, qui était la fondation de la ville d'Atlaha, et dont le cristal portait la conscience plasmique du vaisseau. Il a dû être retiré de la Terre, car un événement d'extinction se produisait, pour que cette technologie ne tombe pas entre les mauvaises mains. Il y a eu une situation d'urgence où JP, dans nos souvenirs communs identiques, a utilisé un vaisseau blanc en forme d'œuf pour voyager vers le système stellaire Altéan et me rejoindre là-bas pour ramener cette technologie en toute sécurité. Je m'étais entre-temps laissé mourir dans le cataclysme sur Terre afin de voyager d'une manière différente vers mon monde natal. Nous nous y sommes rencontrés. JP et moi avons alors décidé tous les deux de parler au docteur Michael Salla dans un appel vidéo privé WhatsApp le 20 juillet 2023, que je suis maintenant autorisée à montrer publiquement par le docteur Salla et JP. JP, dont le visage est couvert habituellement, a été caché aujourd'hui, pour l'occasion, par ma vidéaste. Elle lui a mis le casque qu'il portait à la dernière GESIC. Dans le segment de vidéo que vous allez voir à l'époque, en juillet 2023, le livre du docteur Salla venait de sortir. Je n'avais pas encore d'exemplaire, car le docteur Salla m'a demandé de ne pas en acheter, car il prévoyait de m'en offrir un exemplaire dédicacé à Orlando, à l'occasion de la conférence GESIC en octobre 2023. Regardons le segment vidéo. JP, c'est ça, docteur Salla. Oh, wow. JP, oh, wow, tu vois? C'est ce que je vois quand je me tiens dans le champ et que je te vois arriver. C'est ce vaisseau plane et il est blanc comme une perle. Comme de la nacre, c'est comme recouvert de blanc. Et il vient au-dessus, il vient de loin et il s'arrête ici. Et il y a cette rampe translucide qui descend. Et cette petite porte. Et tu viens là. JP descend, tu descends. Et tu portes... Maintenant, c'est ma version de l'histoire. Tu viens de là et tu vas dans l'herbe. Tu marches vers moi et tu me passes cette chose. Ce truc, qu'est-ce que c'est? Tu veux voir, Mike? Et l'appareil... Elena, regarde. Elena. Oh, bordel! C'était le vaisseau que JP décrit avec lequel il a voyagé avec Lovent. Et il vient juste de dire qu'il a voyagé là, où il a rencontré ce royal, je suppose, cet extraterrestre royal. Et tu dessines le même vaisseau, incroyable. Et donc ce vaisseau n'atterrit pas. Il lévite aussi et la rampe tombe de la même manière. Celui-ci lévitait.
Création artistique par Steph Zak, inspirée par les récits de JP et Elena Danaan. Un mot de l'émissaire. Comme c'est merveilleux de voir la corroboration entre les nouvelles informations qui sortent sur l'existence de ces vaisseaux en forme d'œuf. Ils sont très petits. Ils peuvent avoir 1 ou 2 personnes, mais ils sont interfacés avec l'ADN du pilote. Donc seul le pilote peut vraiment y entrer. Donc généralement, c'est un vaisseau à une seule entité. La forme d'œuf est capable de traverser les dimensions et la vitesse de distorsion. Il peut traverser la structure de l'espace-temps, aussi voyager dans le temps ainsi que dans l'espace. Les vaisseaux peuvent aller très très vite. Ils ne sont pas une technologie de la Fédération Galactique des Mondes. Ils sont offerts par la Confédération Intergalactique, les ensemenceurs, un type de technologie supérieure. Une belle corroboration que JP et moi-même avons été ravis de voir sortir via le témoignage de Jack Barber. Merci à M. Barber d'avoir eu le courage de se manifester et d'apporter au monde sa vérité. Merci aussi à Ross Coulthard de l'avoir interviewé et d'avoir permis que cette information soit divulguée. Maintenant, je n'aime pas le terme d'intelligence non humaine quand il s'agit de décrire les exotechnologies. La Terre ne détient pas le monopole de l'humain. L'espèce humaine est ce qui s'est largement répandu dans tout l'univers et dans d'autres. Donc, parler d'intelligence non humaine pour qualifier des vaisseaux habités par des extraterrestres est faux. Mais il peut être juste de qualifier 2 types d'exotechnologies qui ne sont pas pilotés par des extraterrestres humains. Thor-Han, mon contact par exemple, est un humain extraterrestre. Notre ami Jerry Wills du système Tau Ceti est un extraterrestre humain. Vous pouvez donc voir que les humains ne sont pas seulement sur Terre. Alors, que signifie intelligence non humaine? Les gens qui ont inventé ce terme savent exactement de quoi ils parlent. Il y a une chose dont ils ne parlent pas. Des vaisseaux extraterrestres de la Fédération avec des gens de la Fédération à l'intérieur. Ils ne parlent pas de cela. Ils parlent de 2 choses. Des vaisseaux d'intelligence non humaine, des vaisseaux sans pilote, comme les drones extraterrestres. Il peut aussi s'agir de soucoupes volantes. Il peut également s'agir de vaisseaux habités uniquement par une conscience plasmique, mais aucun humain n'est à l'intérieur. Qu'il soit de n'importe quel autre système stellaire. Donc des vaisseaux sans pilote et des vaisseaux habités par des non-humains. Les gris. Il y a beaucoup de récupération de crash d'extraterrestres gris, des Nébus ou des Dominions du groupe Orion au cours des dernières décennies. Cela faisait partie du plan des gris, pour transmettre aux humains la technologie sans enfreindre la directive première. Lorsque vous écrasez un véhicule sur une planète, vous n'enfreignez pas directement la directive première. Vous allez faire tout ce que vous pouvez pour faire sortir ce vaisseau avant qu'il ne tombe entre les mains des locaux. Mais vous ne l'enfreignez pas directement. C'est pourquoi les gris donnent des technologies écrasées à l'armée sombre. C'est donc à cela que le terme intelligence non humaine peut également être appliqué. Il y aura encore beaucoup de choses à venir, et comme JP l'a dit dans plusieurs interviews, pour le Dr Sala et dans ses propres vidéos,
sur sa chaîne Patreon et ses réseaux sociaux. De nombreux autres lanceurs d'alerte militaires vont se manifester pour révéler ces programmes de couverture, d'interaction avec ces intelligences non humaines. J'attacherai également ma ceinture pour ceci parce que cela va devenir fou très bientôt et très vite. Commentons maintenant un autre sujet que j'ai envie d'aborder. Le Verseau. Qu'est-ce que le Verseau? C'est une constellation dans notre ciel. Rappelez-vous qu'une constellation est un arrangement visuel d'étoiles qui peuvent être de secteurs totalement différents de la galaxie. Ce n'est pas parce que c'est une constellation que ces étoiles sont proches les unes des autres. Cela peut ressembler à une certaine forme depuis la Terre, mais à une autre forme depuis une autre planète, une autre perspective. Sommes-nous en train de passer à l'ère du Verseau? Eh bien, c'est plus qu'une simple chanson, c'est réel. Et nous dérivons vers une nouvelle ère astrologique, c'est vrai. Alors, de quoi s'agit-il? Et qu'est-ce que cela signifie? Jetons un œil. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que la position des planètes dans les signes du zodiaque est astrologiquement différente de ce qu'elle est astronomiquement. Si l'on regardait les corps célestes à travers un télescope, ils ne traverseraient pas les constellations actuelles telles que les astrologues les disent. Cela semble étrange, mais il y a une explication simple à cela. En définissant la frontière de la constellation. Il y a un vaste cycle de 25 772 années causé par le mouvement réel de la Terre connu sous le nom de la précession des équinoxes. Pensez à la Terre comme une toupie qui tourne et vacille un peu lorsqu'elle tourne autour du Soleil. Parfois, le sommet de l'axe de la Terre, le pôle nord géographique, pointe vers l'étoile Polaris. Et au fil du temps, il peut pointer vers une étoile différente comme Vega. Chaque oscillation complète, soit environ 25 772 années, est un cycle complet de précession. Ce grand cycle de précession est ensuite décomposé en 12 signes du zodiaque ou 12 ères astrologiques. Ce qui signifie que tous les 2000 ans, il y a un nouveau signe. Lorsque nous avons traversé les 12 ères astrologiques, nous avons traversé un cycle complet. Les astrologues appellent cela la grande ère que nous traversons. L'ère astrologique est donc identifiée par le signe du zodiaque lors de l'équinoxe de Mars, premier jour du printemps dans l'hémisphère nord. Ainsi, environ tous les 2150 ans, la position du Soleil devant le fond d'étoiles, au moment de l'équinoxe de printemps, se déplace devant la nouvelle constellation zodiacale. On pourrait dire que la nouvelle ère commence à ce moment-là. Au XXe siècle, l'Union astronomique internationale a assumé la tâche de nommer et de définir officiellement toutes les choses astronomiques. Ils ont créé des limites officielles de constellations en 1930. Donc les astronomes ont tendance à marquer le début de l'ère du Verseau en se basant sur ces limites de constellation. Mais les astrologues ou les praticiens New Age peuvent ou non choisir d'utiliser ces mêmes limites. Selon les calculs astronomiques, basés sur la partition des constellations par l'Union astronomique internationale, le Soleil à l'équinoxe de Mars est passé d'être devant la constellation du Verseau pour être devant la constellation du Poisson, en 68 avant Jésus-Christ.
En regardant vers l'avenir, toujours selon ses calculs, l'équinoxe de Mars traversera la constellation du Verseau en 2597. Maintenant, les constellations sont définies par l'Union astronomique internationale comme étant de tailles différentes. Mais les astrologues aiment souvent diviser le zodiaque en 12 sections égales. C'est la différence. C'est donc une très grande différence entre la façon dont les astronomes et les astrologues regardent la partition des constellations. Certains astrologues ont déclaré que l'ère du Verseau a en fait commencé en 2012, d'autres en 2024. C'est parce qu'ils croient que l'étoile Régulus dans la constellation du Lion marque l'ancienne frontière entre la constellation du Lion et la constellation du Cancer. Cette étoile s'est déplacée à moins de 30 degrés du point d'équinoxe de septembre en 2012. Ce qui signifie que Régulus a quitté le signe du Lion pour entrer dans le signe de la Vierge cette année-là, en supposant une constellation de taille égale dans l'Antiquité qui place la frontière de la constellation du Poisson et du Verseau à 150 degrés à l'ouest de Régulus, ou au point d'équinoxe de Mars. Selon cette reconsidération, l'ère du Verseau a commencé en 2012. En 2024 également, l'emplacement du Soleil à l'équinoxe de Mars est dans la constellation du Poisson, mais aussi à la frontière du Verseau. Vous pouvez donc voir, c'est très déroutant. Là, vous pouvez voir qu'il y a de nombreuses options fermes sur la façon de calculer le début d'une ère. Il n'y a pas d'accord entre les différentes personnes qui font les calculs. Dans l'ensemble, compte tenu des deux méthodes astrologiques et astronomiques de partition des zones de constellation, il est prudent de dire que, dans l'ensemble, nous avançons dans tous les cas lentement vers une nouvelle ère du Poisson au Verseau. Nous sommes de toute façon dans le processus de cette transition. Maintenant, si nous regardons les choses d'un point de vue factuel, fractal, de ce grand cycle de précession de l'équinoxe et considérons le cycle fractal de celui-ci, qui est une année orbitale terrestre autour du Soleil. Une année. Nous avons notre année divisée en constellations zodiacales, 12 ou maintenant 13 comme nouvellement décidé. Cela nous amène à une date très spéciale et spécifique, qui était l'investiture du 47e président des États-Unis, Donald Trump, et le changement fondamental que cet événement apporte à cette civilisation planétaire, car il marque la fin d'une longue tyrannie opérée par une classe de prédateurs très ancienne, appelée modernement l'État profond. Le 20 janvier 2025, le long asservissement de l'humanité à ses contrôleurs obscurs se termine, ce qui met également fin au Kali Yuga, le monde des illusions, et ce qui commence également ce jour particulier du 20 janvier, l'aube d'un nouvel âge d'or et le signe astrologique du Verseau. Le signe zodiacal du Verseau s'étend du 20 janvier au 18 février. Il y a aussi un alignement de plusieurs planètes de ce système qui se produit dans la même période de temps. Cela m'a rappelé une chanson de 1969 du groupe 5e Dimension. Non pertinent d'ailleurs, car nous sommes entrés dans la zone de 5e densité dans la course de ce système stellaire dans cette galaxie. Vous souvenez-vous des paroles de cette chanson ? Je ne peux pas jouer la chanson ici pour des raisons de droit d'auteur, mais je peux vous lire les paroles qui disent « Lorsque la Lune est dans la 7e maison et que Jupiter s'aligne avec Mars,
Alors la paix guidera les planètes et l'amour dirigera les étoiles. C'est l'aube de l'ère du Verseau. Harmonie et compréhension, sympathie et confiance abondante. Plus de mensonges ni de dérision, vision de rêves vivants, dorés. Révélation mystique du cristal et la véritable libération des esprits. C'est troublant, n'est-ce pas? Alors que de nouvelles technologies cristallines sont révélées? De nouvelles technologies sont révélées, données aux gens? La paix est faite et les mensonges dirigés par l'état profond sont exposés. Puisque nous sommes maintenant sur le sujet de la constellation du Verseau, il y a autre chose à mentionner. Qui y vit? Y a-t-il des cultures extraterrestres sur des mondes tournant autour de certaines des étoiles de la constellation du Verseau? Eh bien, il y en a beaucoup. Et la NASA a annoncé la dernière semaine de juillet 2022 que le télescope James Webb s'était concentré sur la recherche d'une vie exogène potentielle dans le système stellaire TRAPPIST-1, dans la constellation du Verseau. Cette annonce publique avait suscité un certain émerveillement et un certain intérêt parmi le public. J'ai parlé du système stellaire TRAPPIST-1 dans mon premier livre publié en 2020, Le don des étoiles, et j'ai parlé des planètes habitées là-bas, qui sont mentionnées seulement maintenant par la NASA, 2 ans plus tard. J'avais également mentionné dans ma vidéo du 11 mars 2022 que le système stellaire TRAPPIST-1, situé dans la constellation du Verseau, serait la première étape de notre expérience de contact apportant aux civils terrestres la conscience de l'exovie. Vous pouvez lire l'article Premier contact et Qui sont les Tengri sur mon site web. Une de ces multiples fois où j'ai publié avant la NASA, avec des informations obtenues par mon contact en haut. Peu importe. Alors, qui vit vraiment là-bas? Êtes-vous prêts? Je vous emmène faire un voyage dans la constellation du Verseau, dans le système stellaire TRAPPIST-1. Alors attachez vos ceintures. Et c'est parti. Rencontrer les nations stellaires. Constellation Verseau, système stellaire TRAPPIST-1, planète Tengri, culture Tengri-Tengri. Les Tengri-Tengri sont originaires de la deuxième planète du système stellaire Tengur, TRAPPIST-1. De masse J2306 2928 050 22 85, ou la référence de la Fédération galactique des mondes F1342, hébergeant 12 planètes habitées et plus. Le Soleil de ce système est une petite étoile rouge à 39,6 années-lumière de la Terre. Après un décalage de leur étoile, leur planète natale, Tengura, est devenue inhabitable due à une augmentation spectaculaire de la température. Les Tengri se sont déplacés vers la 5e planète. Ils nomment leur monde magnifique Tengri, qui habite maintenant un environnement tropical éblouissant et une étonnante variété de formes de vie. Malgré la beauté de leur monde, les Tengri sont habitués à vivre dans des villes semi-souterraines, ne gardant qu'environ 10% de leur habitat à la surface. La raison en est de conserver leurs ressources naturelles.
Les Tengri Tengri viennent à la surface pour collecter des ressources ou pour se divertir. Ils ont également étendu leur civilisation à leur lune et ont des colonies sur d'autres planètes du système Tengur. Cette espèce unique est mammifère et a 2 sexes. Les Tengri Tengri sont un peuple calme et paisible. Ils ont découvert la Terre il y a 10 000 ans. Leurs énormes vaisseaux en forme de disque sont capables de voyager sur de longues distances. Les Tengri Tengri sont une culture spatiale très active en tant que membres de la Fédération Galactique des Mondes. Ils ont un siège au Haut Conseil de la Fédération Galactique des Mondes et le représentant Tengri occupe actuellement le poste de héros. Le 11 mars 2022, j'ai reçu des informations de mes contacts dans la Fédération Galactique des Mondes selon lesquelles le système stellaire TRAPPIST 1 serait au sommet des médias grand public. Lorsque le télescope spatial James Webb de la NASA révélerait des signes d'exovie là-bas, en juillet 2023, le télescope spatial James Webb de la NASA a fait exactement cela, sans dire explicitement qu'il avait trouvé de la vie dans le système TRAPPIST 1, mais qu'il y avait 7 planètes avec des mesures qui pourraient incontestablement soutenir la vie. Est-ce que cette décision de la NASA de choisir le système TRAPPIST 1 parmi les 6000 systèmes stellaires répertoriés avec des exoplanètes pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait qu'un Tengri Tengri soit un héros du Haut Conseil de la Fédération Galactique des Mondes? La suite des événements nous le dira. Constellation Verseau, système stellaire Tengur TRAPPIST 1, planète NN, culture Nannu. La 3e planète du système Tengur, NN, abrite une grande diversité de vie. Même s'ils ne sont pas de niveau interstellaire de stade 3, les Nannu cohabitent avec la colonie Tengri. J'ai pensé qu'il serait intéressant de mentionner certaines de ces belles cultures indigènes. Honorons la magnifique diversité des mondes du système stellaire TRAPPIST 1. La 1re et la 2e planète du système Tengur sont devenues une fournaise à mesure que leur étoile est devenue plus active. Et un grand nombre de formes de vie ont été évacuées vers la 3e planète qui convenait le mieux à leur environnement d'origine. C'est pourquoi nous trouvons une variété de créatures et de cultures à couper le souffle sur Nannu. Un avant-poste Tengri s'y est également installé pour surveiller l'équilibre et l'évolution du nouvel écosystème. Voici seulement les 6 espèces sur Nannu NN qui se sont organisées en société. Constellation Verseau, système stellaire Tengur TRAPPIST 1, planète Deyal, culture Adayul. La 4e planète du système Tengur est communément appelée par ses habitants Deyal. Encore une fois, pas de civilisation spatiale, mais un groupe de sociétés organisées. Les Tengri Tengri ont également une colonie sur Deyal. Voici les principales sociétés locales. Les Mirmir sont une espèce de 1,20 m de haut qui vivent dans des villages cachés dans les profondeurs humides du monde forestier d'Adayul. Ce sont généralement des gens hospitaliers lorsqu'ils reçoivent des visiteurs. Sinon, les Mirmir apprécient leur isolement et leur tranquillité et n'interagissent pas beaucoup avec les colonies Tengri. Les conditions atmosphériques de la planète sont chaudes et humides, avec des zones plus tempérées au pôle, où les cultures les plus importantes se sont développées. Près de l'équateur, la diversité de la vie devient insondable. Ce riche écosystème est protégé comme un trésor par les Tengri Tengri. La 2e culture la plus évoluée de cette planète est une espèce humanoïde végétale appelée les Moral
Deyal. Ils sont exclusivement télépathiques et n'ont pas d'habitat construit. Ces êtres vivent dans des zones très reculées et n'interagissent pas facilement avec les autres civilisations venant à la surface. Constellation Verseau, système stellaire Tengur Trappist 1, planète Marmorat, culture Marmour. La 6e planète du système Tengur est également riche en une variété de formes de vie, dont 2 sont des sociétés organisées. Les gigates sont des espèces d'amphibiens aquatiques qui vivent dans des grottes élaborées sous-marines. Ils sont exclusivement télépathiques et possèdent un certain niveau de technologie. À la surface, dans l'hémisphère nord, nous trouvons les Megurats, une espèce insectoïde humanoïde pacifique. Ils n'ont pas toujours été amicaux avec les Tengri-Tengri, mais ils vivent en paix relative avec leur colonie. Les insectoïdes sont connus pour avoir un gène territorial, dont la cohabitation d'une planète avec des cultures insectoïdes n'est jamais une équation simple. Constellation Verseau, système stellaire Tengur, Trappist 1, planète Eruya, culture Yuru Viili. La 7e planète du système Tengri habite une grande diversité de vie marine, y compris une culture planétaire importante appelée les Yuru Viili. Les Tengri-Tengri ont également des colonies à la surface d'Eruya et des bases sous-marines où ils interagissent avec les Yuru Viili. La surface d'Eruya habite également une culture indigène, mais elles sont trop nombreuses pour être décrites ici. La planète 8, Mara Omura, est aussi un pôle de vie, tout comme les autres planètes et leurs lunes, avec la diversité diminuant à mesure que l'on s'éloigne de l'étoile centrale. Tengur. De Encyclopædia Galactica. Portrait des nations stellaires, un guide Starseed pour la galaxie. Quand on vous montre les mensonges, la confiance est brisée. Quand on vous montre la lumière, l'obscurité est brisée. Les Star Nation News vous ont été présentés par Elena Danaan. Ne manquez pas les nouvelles d'Elena chaque lundi sur la chaîne d'Elena Danaan officielle. Vidéo réalisée par Steph Zak.